C'est en grande partie c'est issu de quasiment 10 années de collaboration scientifique sur les fous de bassin et les puffins de Scopoli. Et donc, il y a énormément plus de monde dans cette collaboration. Donc, je vous invite vraiment à consulter les listes d'auteurs des papiers que je vais citer parce que c'était un travail d'équipe avec pas mal de personnes aussi sur le terrain. Et alors, est-ce que ça veut bien défiler? Toc. Et d'autre part, c'est une collaboration avec les gestionnaires d'espaces naturels sur les fous de bassin. C'est à peu près 15 ans de collaboration avec l'équipe de la réserve naturelle des 7 îles et les gestionnaires successifs. Donc d'abord François Siora, après Mélanie Lenuz et maintenant Pascal Provost. Donc on les remercie très sincèrement. Et pour la partie puffin de Scopoli, ce sont les gestionnaires d'espaces naturels en Méditerranée, donc au Parc national des Calanques, de Port-Cros, à la pointe du Cap Corse et dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Parce qu'il y a quasiment 10 ans, ce magnifique dispositif qui était l'Agence des aires marines protégées nous avait commandité une grosse étude sur l'écologie en mer des puffins en Méditerranée, parce que aussi bien les fous de bassin que les puffins, en ce qui concerne leur écologie, étaient assez bien connus et protégés à terre sur leur site de nidification. Par contre, il y avait vraiment des inconnus par rapport à leur comportement migratoire. Et en ce qui concerne les fous de bassin, notre étude intervenait à un moment où la dynamique de la population de Rouzic, donc l'unique colonie de reproduction pour les fous de bassin en France métropolitaine, mis à part quelques nids en Méditerranée. Donc cette population, comme on voit sur le graphe en bas à droite de l'écran, était en croissance depuis la création de la colonie en 1939, avec une dynamique assez positive, mais qui en fait a commencé à s'essouffler à partir de 2014 à peu près. Et d'autre part, à partir de cette période, on a été confronté avec une baisse de la probabilité de survie des oiseaux. Alors, vous voyez ici dans le graphe de gauche, et ça c'est sur la base de relecture de bagues pour les fous de bassin de l'île Rouzic. Donc, il y avait une probabilité de survivre d'une année sur l'autre à quasiment 90% en 2014-2015. Et puis, par la suite, ça chute beaucoup. Et ça, c'était cohérent avec une baisse du taux de retour des GLS composés sur les fous de bassin. C'est ça qui nous a alertés d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on a commencé une étude sur la migration en 2006, je crois que d'ailleurs ça devait être parmi les premiers oiseaux marins de France métropolitaine à être équipés avec des géolocateurs. Donc on avait un taux de retour d'à peu près 90%, et puis à partir de 2014, le taux de retour des balises s'est complètement effondré pour passer en deçà de 30%. Donc il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la migration et de la survie interannuelle des fous de bassin. En ce qui concerne les puffins de Scopoli et les puffins cendrés, il y a déjà une bonne dizaine d'années, Stéphanie Genouvrier avait fait une analyse pour 5 sites en Méditerranée, un site de reproduction en Atlantique. Et elle avait montré des taux de survie adultes, donc c'est le graphe de droite, qui fluctuaient de manière importante, et ces fluctuations étaient synchronisées entre les colonies. Et donc, elle se demandait dans la discussion de l'article si les tempêtes hivernales dans l'Atlantique pendant les années El Niña pouvaient éventuellement augmenter la mortalité adulte. Et donc, il y avait un déficit de connaissances sur l'écologie de la migration et ce qui pouvait avoir une incidence sur ces taux observés de survie. Et en ce qui concerne le puffin de Scopoli, ça intervenait à une période où on était déjà assez en souci par rapport au devenir de ces populations. Donc là, c'est une analyse effectuée par Nicolas Courbin dans le cadre du postdoc co-encadré par Aurélien Bénard au CEF.
Et ce que Nicolas a montré sur la base des relectures de bagues pour les puffins de Scopoli, ici c'est pour le Frioul, juste en face de Marseille, c'est que si on modélisait la taille de population à l'échelle de quelques décennies, ça ne se présentait pas très bien pour le puffin de Scopoli. Vous avez ici la moyenne de la taille de population estimée, donc avec une extinction probable à l'échelle de quelques décennies, beaucoup plus rapide avec ce scénario. Mais dans tous les cas, on avait une chute de population importante. Donc ça remettait en cause tous les efforts de conservation qu'on pouvait faire sur le site de nidification. Donc on a posé pas mal de géolocateurs sur les fous de bassin ces 10 dernières années. Et donc sur le graphe de gauche, vous avez un exemple des aires d'hivernage et de migration des fous de bassin de Rouzic aux Sept-Îles. Et vous voyez qu'il y a une partie des oiseaux qui restent en Manche et autour des îles britanniques de manière assez étonnante. Un certain passe les orcades pour Noël pour revenir nicher sur Rouzic en début d'année. Mais il y a une bonne proportion des oiseaux qui partent en Afrique de l'Ouest. Et puis, quelques individus qui sont d'ailleurs fidèles à leur site d'hivernage qui entrent en Méditerranée jusque devant le Moyen-Orient. Et en ce qui concerne les puffins de Scopoli, ce sont, comme on sait, des migrations beaucoup plus au long cours, puisque les puffins équipés aux îles de Marseille sortaient toujours de la Méditerranée à l'automne pour venir beaucoup en Afrique de l'Ouest, mais aussi jusque dans le golfe de Guinée, au large de l'Angola, au large du Brésil. Et donc les collègues catalans en particulier qui ont beaucoup étudié les puffins cendrés en Atlantique montrent qu'ils font des figures en 8 dans l'océan Atlantique avant de revenir nicher. En ce qui concerne les fous de bassin, donc la migration à l'automne se passe principalement en octobre. Comme dans l'exposé précédent, en fait, de manière assez fascinante, ça se passe dans un contexte très différent, mais aussi sur une dizaine de jours. Ils sont assez rapides, en fait, dans leur migration vers le sud, ceux qui partent vers le sud et vers l'Afrique de l'Ouest. Les individus qui vont en Afrique de l'Ouest, ils restent en novembre, décembre, janvier pour revenir assez rapidement aussi, souvent plus rapidement qu'à l'aller, nicher sur Rouzic. Et maintenant, donc ça, c'était des données de géolocateurs, mais on a également équipé des jeunes fous de bassin à l'envol. C'est la carte de gauche ici sur l'écran. Et on les a équipés de balises GPS avec retransmission des données Argos. Donc, ce sont les petits points jaunes que vous voyez ici. Et vous voyez qu'à l'envol de Rouzic, il y en a un, par exemple, qui est parti complètement à l'ouest avant de retrouver le cap et de partir vers le sud. Et à partir de là, il y a un individu qui est beaucoup resté dans le golfe de Gascogne, mais à partir de là, les oiseaux suivent vraiment la côte très près, jusqu'au Maroc, au Sahara occidental et en Mauritanie. En ce qui concerne les puffins de Scopoli, on en a également équipé de balises. Et vous voyez ici une migration relativement similaire pour sa première phase, avec une sortie de la Méditerranée et des oiseaux qui suivent la côte de l'Afrique de l'Ouest pour aller dans le golfe de Guinée. Pour les puffins de Scopoli, on a pu faire des poses de balises Argos sur des juvéniles, donc des oiseaux à l'envol, des immatures et des adultes. Et de manière intéressante, en fait, les juvéniles ont un cap global pour leur première migration, mais vous voyez que quand même, ils galèrent beaucoup plus que les adultes. Donc, ils parcourent beaucoup plus de terrain pour arriver, en gros, au même endroit. Les immatures, déjà, c'est nettement plus directionnel. Et par contre, ils partent en exploration pas mal le long des côtes italiennes avant de descendre. Et puis, par contre, les adultes, et ça, c'est cohérent avec ce qu'on avait des données de géolocalisation, eux, ils sont vraiment sur des rails. Ils quittent la Méditerranée et ils partent en Afrique de l'Ouest. Un peu plus précisément, donc, les comportements de ces trois groupes en Méditerranée. Ce qui est intéressant, c'est que les juvéniles font des arrêts importants en mer des Baléares et devant l'Espagne. Les immatures prospectent parce qu'ils ne nichent pas encore, donc ça les intéresse de visiter potentiellement d'autres colonies. Et puis par contre, les adultes sortent très rapidement de la Méditerranée.
Si après on s'intéresse au suivi Argos, GPS Argos, alors ici à gauche c'est pour les juvéniles de foot bassin, donc au lieu du foot bassin tout blanc, il faut que vous imaginez un juvénile au plumage sombre. Et vous voyez que quand les oiseaux arrivent au Maroc, et à partir de là, ils longent vraiment la côte, ils sont très côtiers. Et après, il y a un point chaud de leur hivernage. Ici, d'une part au niveau de Essaouira au Maroc, et puis juste à la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie, au niveau de Nouadhibou. En ce qui concerne les puffins de Scopoli, ils vont plus au sud, bon, avant de continuer dans le golfe de Guinée et jusqu'en Angola, mais ils partent directement beaucoup plus au sud, et donc on les retrouve pas mal. Il y a certains individus même qui restent à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Pour les fous, on a fait donc des pauses de GLS sur de multiples années, avec un bon taux de retour des balises au début et, comme je le disais, très faible sur la fin, mais ça permet quand même de faire des comparaisons interannuelles. Donc vous avez ici les tailles d'échantillons dans le coin en haut à droite de chaque graphe, les années indiquées, la colonie drousique, et les cercles rouges correspondent aux zones d'hivernage des individus. Et après, le code couleur vous donne la proportion des individus qui ont passé l'hiver dans les différentes zones océaniques. Et en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, vous voyez qu'il y a une variation assez importante du taux de fous de bassin qui partent en Afrique de l'Ouest. 60% au début, après ça chute et ça remonte sur la fin, mais voilà, on a une taille d'échantillon qui est beaucoup plus faible sur les dernières années. Alors pourquoi est-ce que ces oiseaux, les fous de bassin et aussi les puffins de Scopoli, partent en Afrique de l'Ouest? Pourquoi est-ce qu'ils tracent en direction de l'Afrique de l'Ouest? C'est parce qu'il y a le poiling du courant des Canaries qui amène une très forte productivité dans cette zone. Vous voyez ici sur la carte satellite, en fait, le code couleur est donné par la concentration de chlorophylle A, qui est un indice de productivité. Et vous voyez dans les zones côtières du Sahara occidental de la Mauritanie, du Sénégal, une très forte productivité à l'année. Et c'est ça qui va attirer les oiseaux migrateurs, parce que c'est là qu'ils vont trouver de la nourriture. Et ici, sur le graphe de droite, Clara a représenté donc les taux de chlorophylle rencontrés et la bathymétrie. Et vous voyez que les oiseaux sont très proches de la côte sur des fonds de à peu près 100 mètres, et pour des niveaux de productivité intermédiaires en termes de taux de chlorophylle. Alors, s'il y a de la productivité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de poissons, et c'est ça que les oiseaux recherchent. Bon, s'il y a beaucoup de poissons pélagiques, de petits poissons pélagiques, eh bien, il y a aussi des pêcheries. Et ces pêcheries sont très importantes en Afrique de l'Ouest, et elles ont eu tendance à prendre une biomasse de petits poissons pélagiques de plus en plus importante au cours des années. Ici, vous avez la tendance de 1990 à 2014, qui est à l'augmentation, avec une proportion importante de sardines et de sardinelles qui sont prises. La sardinelle, c'est ce qu'on appelle les tiofs au Sénégal, et c'est une base importante de l'alimentation des populations dans cette zone. Les sardinelles en particulier ont une écologie singulière, en ce sens où leur population font le yo-yo avec des migrations saisonnières le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez ici les trajectoires empruntées par les populations de sardinelles, et elles sont exploitées tout le long de leur trajectoire par des pêcheries artisanales au Sénégal, en Mauritanie, et aussi par la pêche industrielle. Et pourquoi est-ce que la pêche industrielle s'intéresse à cette ressource? C'est parce qu'avec cette ressource, donc les petits poissons pélagiques, on fait des farines et des huiles de poisson qui sont utilisées dans l'agroalimentaire pour les poulets, les porcs d'élevage, mais aussi énormément pour l'aquaculture. Et vous voyez dans les graphes du bas, en fait, que ces prises
de petits poissons pélagiques à Nouadhibou et à Nouakchott, donc Nouadhibou en rouge, ont augmenté de manière très importante à partir de 2013-2014. Donc là, vous avez les chiffres en tonnage de vraiment cette pêcherie d'échelle industrielle a vraiment explosé avec aussi la construction de nouvelles usines pour faire les farines de poisson, en particulier en Mauritanie. Et vous voyez sur les données ici du Sea Around Us Project, les zones dans lesquelles les sardinelles sont prises. Et également, j'ai mis les captures de maquereaux parce que les fous en particulier sont friands de maquereaux. Vous voyez que les pêcheries sont très importantes en Afrique de l'Ouest et très côtières. Et finalement, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ces pêcheries, c'est qu'elles sont saisonnières. Vous avez ici à nouveau les zones de migration des sardinelles avec les zones dans lesquelles les poissons vont venir frayer en vert. Et à droite, les captures en fonction des mois de l'année. Et là, on se rend bien compte que ces pêcheries interviennent beaucoup en hiver, pile au moment où les oiseaux qui nous intéressent viennent passer l'hiver dans la zone. Donc voilà, donc on a un contexte de pêcherie, de pêche industrielle qui explose pour faire des farines de poisson au lieu de nourrir les gens en Afrique de l'Ouest, ce qui en soi déjà est un scandale. Et d'autre part, en particulier pour les fous de bassin, on a un déclin des taux de survie interannuels ces dernières années qui est très inquiétant. Et donc, on se demande où disparaissent ces milliers de fous qui ne reviennent pas sur Rosic chaque année. Donc, on a une présomption forte de prise accidentelle par ces pêcheries qui sont peu régulées au large de l'Afrique de l'Ouest. Et d'autre part, comme on l'a publié en 2015, ce qui s'est passé en 2013, il y a les autorités mauritaniennes ont saisi plusieurs containers en partance pour les marchés asiatiques qui étaient remplis d'oiseaux marins congelés. Donc on se demande vraiment s'il n'y a même pas aussi des captures intentionnelles. D'autre part, il y a eu quand même des événements d'échouage massifs, notamment au Maroc, qui étaient relativement inexpliqués. On a été en contact avec les ornithos marocains à ce propos. Et là, on ne sait pas si en fait, les oiseaux souffraient d'une raréfaction de leurs ressources alimentaires, si c'était lié aux conditions climatiques. Là, clairement, il faudrait un programme d'observation des échouages. Pour ce qui est des modifications des conditions climatiques, on se pose des questions. On sait qu'en Manche, il y a une incidence du réchauffement sur la distribution de la ressource en maquereaux qui est en train de fuir vers le nord. Et donc ça pose problème pour les fous de rosique pendant la saison de reproduction. Il y a potentiellement aussi des régimes de tempête qui vont varier. Mais on se pose la question actuellement de savoir comment pouvoir suivre les individus migrateurs de manière plus fine pendant la période hivernale et avec quel type de balises. Pêcherie, là, Clara a développé cet aspect parce qu'elle travaille beaucoup en halieutique maintenant au MNHN et de sa perspective, il y a vraiment un problème de rapportage des captures de poissons en Afrique de l'Ouest. Il y a des accords de pêche qui sont passés aussi avec des pays, des bateaux de l'Union européenne, mais une fois sur place, en fait, c'est open bar, il y a très peu de surveillance. Et d'autre part, ce sont des stocks de petits pélagiques qui sont gérés par plusieurs pays, avec une ressource, on l'a vu, qui migre le long des côtes. Et ça pose des problèmes de gestion vraiment importants. Et puis, je l'ai déjà dit, il y a un problème de surveillance des pêches illégales dans la zone, qui interroge aussi le rôle des conventions internationales pour l'amélioration de la gouvernance de ces pêcheries dans la zone. Et la résultante, sans trop de surprise, c'est un effondrement des stocks de petits pélagiques, comme le montre une étude du Sea Around Us publiée cette année, avec des forts déclins des populations de petits pélagiques à partir de 1990 pour certains et les années 2000-2010 pour d'autres. Donc clairement, il faudrait faire autre chose que de la farine de poisson avec ces organismes.
mais on sait que la pression par les bateaux de pêche, en particulier asiatiques, demeure très forte dans la zone. Encore une fois, le Sierra Landos avait fait une synthèse sur les prises de la flottille de pêche chinoise de par le monde. Et là, vous voyez très, très clairement au milieu un point chaud de ces prises, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, on en a déjà parlé, mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemble de manière concrète. Il y a des usines de farine de poisson qui s'installent partout actuellement en Mauritanie. Et les bateaux de pêche industriels alimentent ces usines, mais aussi les pirogues, et en particulier les milliers de pirogues sénégalaises, en partie travaillent pour alimenter ces usines de poissons. Mais pas actuellement pendant la crise du Covid. Ça, on peut en parler par la suite de l'incidence de la crise du Covid, mais je ne veux pas faire tellement plus long parce que j'ai pas mal débordé. Et donc, tout ça et notre histoire de fou et de puffin, bien sûr, ça entre en résonance avec le déclin de la communauté mondiale des oiseaux marins. Vous voyez ici, on a fait une synthèse avec les collègues canadiens sur le déclin de la communauté mondiale des oiseaux marins. Donc, c'est cette ligne ici, au fil des 4 dernières décennies. Et pendant ce temps, une pêcherie mondiale qui continue à se maintenir et à entrer en compétition avec les oiseaux. C'est la ligne du haut. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai très heureux de prendre quelques questions si on a le temps. Merci beaucoup, David, pour cet excellent talk. Je rappelle que quand même, tu as eu 0 temps pour le préparer et que c'était quasiment de l'impro. Donc, c'est quand même bravo. On a un tout petit peu de temps. Une question de Laetitia Vibert. Les fous peuvent-ils se nourrir aussi des rejets et rebuts de pêche malgré leur moindre apport énergétique? Oui. Alors, c'est le cas en Manche. Et donc, on a étudié la question et les fous en Manche, suite à la raréfaction de la ressource en maquereau, on voit un très beau maquereau ici à l'écran. Donc, suite à la raréfaction de cette ressource entraînée par le réchauffement climatique, mais aussi la surexploitation régionale de la ressource maquereau dans tout l'Atlantique nord-est, donc les fous de Rouzic se sont nourris de plus en plus de rejets de pêche et ça ne leur a pas fait du bien. On a vu au même moment en fait, une augmentation de leur effort de pêche et aussi une diminution de leurs conditions corporelles. En particulier, les muscles pectoraux se sont mis à fondre. Ce n'était pas seulement de la masse corporelle globale qui diminuait. Et ça entrait en résonance avec une réduction du taux de reproduction des fous de Rouzic et un tassement, donc voire une régression du taux de croissance de la colonie de reproduction des fous de bassin océtiques. Et une autre question de Sandy Barberis. Les fous souffrent-ils de la concurrence avec d'autres espèces comme l'augmentation des pops de l'aridé? Alors, je ne pense pas. C'est vraiment une excellente question. Je ne pense pas, pour ce qui est de la ressource, ni derrière les chalutiers, ni de la ressource naturelle, parce que le fou de bassin est le plus grand des oiseaux marins en Atlantique Nord. Et sur la base des observations faites à l'arrière des chalutiers aussi, quand les fous arrivent, les autres espèces s'écartent. Mais s'il y a des observations supplémentaires, je suis très preneur. Il y a Hugo Pontalier qui demande quelle part, alors dans l'Afrique de l'Ouest, là, dans l'Afrique de l'Ouest, quelle part représentent les bateaux de l'UE et est-ce que l'UE aurait un moyen de diminuer la pression de sa flotte de pêche, si elle est importante? Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de bateaux de pêche de l'Union européenne qui sont présents primairement pour travailler, entre guillemets, sur les stocks de thon en milieu pélagique. Mais il y a également de la pêche côtière et de la pêche donc, pour faire des farines de poissons. Quand on a publié en 2015 notre premier papier qui tirait la sonnette d'alarme sur ce problème, c'est remonté jusqu'à l'Union européenne. Mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas trop vu d'effet
à l'heure actuelle. Et ce qu'on réitère, c'est le fait qu'on vit dans un monde global et que donc ça ne sert à rien de protéger les fous aux 7 îles si on enlève leurs ressources alimentaires au large de l'Afrique de l'Ouest. Et que d'autre part, cette ressource alimentaire, elle n'est pas seulement là pour les oiseaux marins, mais elle est aussi pour les Sénégalais, les Africains, et pas pour faire du saumon d'élevage dans les pays du Nord. Très bien, et je crois que c'est une assez bonne conclusion à cette intervention. Je te remercie, David, d'avoir remplacé Clara au pied levé. Et merci beaucoup, merci pour cette conférence qui nous a fait planer un peu à un moment où on est encore semi-confiné.